Oui, donc maintenant une session sur le cataclysme sanitaire qu'on a pu constater dans les EHPAD ces derniers temps, avec le retour d'expérience des docteurs Boitier et Lahaye. Donc oui, un petit point, profitez pour poser un peu le masque. Et c'est avant tout pour introduire la discussion qu'il y aura après sur l'organisation des EHPAD et puis pour susciter un petit peu les retours aussi de chacun, parce que je n'entends pas être capable de faire la synthèse d'expérience à moi tout seul de tout ce qui s'est passé à l'hôpital et dans les EHPAD. Donc n'hésitez pas derrière à rebondir et à compléter. Je pense à Mathieu, je pense à Jérôme également, ou à Claire, sur ce qu'on a pu voir en relation avec la crise Covid. Donc le bilan, on connaît tous, hein, donc un énorme bilan humain en termes de décès, des décès qui se sont concentrés beaucoup sur la population âgée, et avec vraiment une disproportion énorme, hein, les EHPAD, 1% de la population française et un tiers des décès. Sur le Puy-de-Dôme, à peu près 2 tiers des établissements ont été touchés par des clusters de plus ou moins grande taille, mais tous les établissements ont été touchés au sens large par les retentissements de la crise, de toutes les consignes, les confinements, etc. On a eu plus d'une centaine, peut-être 200 patients hospitalisés sur les courts séjours pour ce motif-là, à peu près du coup jusqu'à 2/5 de la capacité en lit d'aigu qui a pu être mobilisée pour faire face. Dans les EHPAD propres du pôle de gériatrie, on était largement au-delà de 50% de résidents touchés, avec des mortalités qui ont varié entre 15 et 20%. Donc vraiment des choses dramatiques, avec sans doute un bilan aussi sous-estimé, parce que là on parle un peu des corps, on parle de la mort, mais au-delà du côté physique, il y a eu véritablement une atteinte sur indirecte liée aux contacts sociaux, hein, avec un sentiment de mort sociale parmi une population importante des résidents, des conséquences indirectes qu'on n'a pas vues forcément immédiatement, mais qui se sont fait sentir tous les mois suivants et qui se font toujours sentir sur la diminution des capacités fonctionnelles liées à la diminution de la mobilité, de la dénutrition, un retard d'accès aux soins. Sur la droite, je vous ai mis un petit peu la diminution d'activité sur le rapport de l'adresse qui est sorti là, il y a quelques semaines, qui nous disait que les hospitalisations en France avaient, hors cause Covid, diminué de 15% l'année dernière, et on voit que, quelle que soit la classe d'âge, mais même dans notre classe de 75 ans et plus, hein, on a eu des retentissements importants en termes d'activité, et ça, ce sont des choses qu'on a du mal à rattraper, hein, on en a bien conscience tous, et donc qui ont déstabilisé une partie de la population, qu'elle soit au domicile, qu'elle soit en EHPAD. Alors au départ, on y allait un peu, on va dire, la fleur au fusil, hein. Il y avait une grande motivation, une nouvelle maladie, on n'avait pas forcément de traitement spécifique, donc on a essayé pas mal de choses, on a tâtonné, on est parti sur des fausses pistes, potentiellement. Et puis on avait ce problème avec les moyens de protection qui rendaient les prises en charge aussi difficiles, parce qu'on se mettait en danger, parce qu'on avait l'impression de mettre en danger les autres, avec les difficultés à s'adapter au jour le jour, aux nouvelles consignes, aux nouvelles connaissances, ce sentiment aussi de culpabilité qui a pu naître et qui a été assez difficile à gérer, parce que finalement on avait l'impression que quand il y avait des cas ou quand il y avait des clusters, c'est qu'on avait mal fait quelque chose, alors que peut-être qu'on n'avait pas les bons outils, les bonnes connaissances, etc. Et que malgré tout, on sait que voilà, même avec les moyens de protection, on n'était pas à 100% de protection. Et puis donc, il a fallu faire face à des décès. Alors en gériatrie, on a l'habitude de faire face à des décès, hein, mais
des décès qui étaient vraiment nombreux, brutaux, regroupés, de gens qui n'étaient pas forcément attendus à partir. Donc on a essayé de faire face. On a essayé de faire face avec une grande solidarité, je trouve, dans les équipes, des adaptations, une souplesse qui a été énorme dans les changements d'organisation, avec des directions d'hôpitaux qui ont été étonnamment conciliants dans cette période-là pour nous proposer des moyens, alors en général matériels, puisque les moyens humains étaient quand même très très contraints. On a mis en place des unités dédiées à l'hôpital. On a essayé de faire face à la demande des EHPAD, mais on a bien vu qu'on était quand même très en dessous de ce qui leur était nécessaire pour prendre en charge de façon adaptée chacun, ou en tout cas au même niveau, et je vais y revenir après, au même niveau que de ce qu'on attendait de la prise en charge pour des populations adultes plus jeunes. Donc on s'est adapté à tout ça, y compris à l'arrivée de clusters dans les services qui n'étaient pas censés être des services Covid, avec donc la mise en place d'astreintes, qui est des projets que pouvait avoir antérieurement à la crise Covid et que, faute de moyens, on ne mettait pas en place. On a, à vrai dire, toujours pas forcément le moyen de pérenniser de façon simple, mais qui ont montré un intérêt dans la facilité d'accès à une hotline gériatrique. Bon, les équipes mobiles se sont largement déployées. Alors, je parle de la nôtre, mais il n'y a pas que les équipes mobiles de gériatrie, les équipes mobiles d'hygiène, les soins palliatifs. Et ce qui a été aussi intéressant, c'est la grande synergie qu'il y a pu y avoir et les échanges qui ont été à ce moment-là assez riches dans les différentes équipes mobiles du CHU. On a fait un gros travail sur ce dont parlait Patrick un petit peu ce matin aussi, c'est sur le travail qui est jamais vraiment fait en amont, de réfléchir au périmètre de soins, aux directives anticipées. Quand il a fallu essayer d'évaluer un petit peu rapidement une grande partie des résidents du territoire, ça a été un petit peu compliqué, un petit peu peut-être forcé aussi dans certaines situations, donc avec une expérience qui n'a pas forcément été très, très facile. Et puis on s'est adapté, on a appris pas mal de choses, on a appris à prendre en charge une nouvelle maladie avec quand même beaucoup de compétences qui ont été acquises. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que c'est une crise qui a révélé des moyens qui étaient globalement inadaptés, insuffisants, et qui s'étaient finalement éloignés de plus en plus du profil de patient nécessaire, des besoins liés au profil de patient qui a évolué avec le temps. Et c'est ce qui a fait que du coup les soins ont pu perdre en humanité, et même quelquefois avant le Covid, mais le Covid a vraiment été la goutte d'eau, entre guillemets, avec donc la perte d'humanité, l'infantilisation dans les prises en charge. On a vu de l'agisme, la discrimination envers les personnes âgées de façon, je pense, inédite, et pas que dans la société. Moi, j'ai trouvé que les soignants, en tant que tels, beaucoup de nos collègues médecins ont été assez... disons qu'il y a eu un certain déni d'accès aux soins pour la population âgée et qui n'était à peine caché. Quand on voit des gens en EHPAD, foyer logement, résidence senior, et qu'on leur dit vous êtes vieux, il faut garder les places pour les jeunes, du coup pas d'oxygène, débrouillez-vous. Bon. Ça, c'est quand même pas des choses qu'on entendait en temps normal, et on les a entendues sans filtre. On a vu que effectivement les résidences seniors, les EHPAD, dans un contexte de crise comme celui-là,
Ça n'était pas la priorité, ou ça pouvait faire peur, et donc on a eu des phases où les EHPAD sont devenus des déserts médicaux au sens propre du terme, hein. Et tout ça a fait que y avait une perte de sens quand même importante dans la façon dont on s'est occupé de nos résidents, de nos malades à l'hôpital. Et donc ça, c'est vraiment venu sur un contexte où on voit qu'on est quand même au bout aussi de l'organisation actuelle hospitalière en EHPAD, toute la filière du grand âge, hein, qui appelle une réforme, mais qui pour le moment ne vient pas. Alors la reconnaissance a été un petit peu transitoire, hein, on se rappelle tous des applaudissements, ça a duré quelques semaines. Tout le monde s'est impliqué en se dépassant un petit peu au niveau des horaires, à essayer de suivre des consignes. Il n'y avait pas toujours beaucoup de logique, c'est un euphémisme, à essayer de respecter des objectifs à la fois de protection, mais de maintien d'une vie et de contact, qui étaient souvent des objectifs inconciliables dans le contexte et avec les moyens dont on disposait. Les équipes se sont trouvées aussi en porte-à-faux avec les familles et les résidents, les familles et les patients. Hein, on a essayé de justement trouver la part, le bon équilibre entre tout ça. Et donc ça a induit un épuisement à la fois physique et moral. On en a eu pendant la fin de la première vague et avant la deuxième vague un Ségur de la santé qui nous a promis beaucoup de milliards, mais qui n'est pas traduit par des augmentations de moyens au quotidien, là où on en a eu besoin dans les semaines qui ont suivi, par exemple pour la deuxième vague. Et puis là, dernièrement, exemple de plus, il y a eu cette obligation vaccinale qui est arrivée assez rapidement et qui a été mal perçue par une population de soignants qui avaient eu l'impression de donner autant qu'ils pouvaient pour le soin des malades. Bon, alors nous, à l'échelle médicale, on a vu une crise des vocations qui existait déjà. La gériatrie n'était pas non plus une spécialité extrêmement attractive avant, mais on voit que cette année, c'est particulièrement compliqué. Et puis, on a vu aussi des collègues qui partent pour avoir des conditions peut-être de travail ou une reconnaissance un petit peu plus satisfaisante, parce que, encore une fois, on est arrivé au bout d'un système. Alors, on nous a beaucoup parlé du monde d'après, mais on ne le voit pas encore beaucoup, le monde d'après. Donc, toutes ces choses qu'on avait entrevues, qui sont reparties, donc l'élan de sympathie pour les soignants, encore une fois, il n'a pas duré très longtemps. On avait essayé de faire renaître sur la collégialité au travers de nos interventions dans les EHPAD. Bon, pour le moment, on n'a pas encore vu d'installation dans la durée de ce genre de réflexion. L'augmentation des moyens alloués à l'hôpital ou aux EHPAD, on va y revenir. Il y a beaucoup de lettres d'intention, mais pour le moment, pas grand-chose. On a la loi grand âge, dernière en date, là, qui a été repoussée, parce que le calendrier ne s'y prêtait pas. Bon, je trouve que le calendrier, quand on fait un peu le retour de ce qui s'est passé depuis 18 mois, on voit quand même qu'il se prête quand même à beaucoup à la réflexion, hein. Et après, il y a quand même des choses qui avancent. Donc, on a parlé tout à l'heure un peu du projet de soins, du projet de vie, du projet personnalisé. Ça, c'est des choses qui ont peut-être fait un petit peu de chemin. Le taux d'encadrement dans les EHPAD, je vais vous montrer un peu le rapport qui est sorti là, il y a quelques jours, qui a été remis au ministère de la Santé. La valorisation des actes de prévention non techniques ou non médicamenteux, l'amélioration de la formation des soignants, il y a eu quelques petites avancées. Et puis cette idée que l'adaptation architecturale des EHPAD va être nécessaire. Mais encore une fois, on parle au futur. Donc ce rapport que je voulais vous présenter, qui servira aussi d'introduction
à la présentation suivante. C'est le rapport qui a été remis par le professeur Jandel et Guérin, qui font partie donc de notre société de gériatres, au sujet des USLD et des EHPAD. Donc c'est un rapport qui avait été demandé par le ministère, hein, et donc qui reprend tout un tas 25 recommandations, mais qui sont plus ou moins détaillées, et qui a repris surtout certains chiffres dans le préambule du rapport, actualisés sur les populations des EHPAD, qui sont assez intéressants. Et on voit ce constat qu'on faisait juste avant, hein, c'est-à-dire qu'on a une augmentation des pathologies et de la dépendance. Hein. Là, ce sont les GIR pondérés, les pathos pondérés moyens des EHPAD, hein, qui depuis, sur les quelques dernières années, mais sur les 20 ou 30 dernières années, ne font qu'augmenter, avec une population qui vieillit, mais à côté de ça, un taux d'encadrement qui évolue assez peu en regard de tout ça. Et donc, il y a tout un tas de propositions qui sont sorties de ce rapport et que donc, je vous invite éventuellement à discuter par la suite. Alors là, il y a un peu plus que de la sémantique quand on regarde dans le détail, mais une requalification des USLD en unités de soins prolongés complexes. Alors, il va falloir voir un petit peu le détail de qu'est-ce qu'ils veulent mettre derrière, qui aurait une vocation strictement sanitaire. La nécessité pour chaque EHPAD de disposer d'une UVP et d'un PASA. Alors, la mise en commun, et en tout cas un maillage territorial beaucoup plus serré pour les UHR, hein, les unités d'hébergement renforcées. Le fait d'avoir une architecture plus adaptée et en tout cas un calibrage qui pose des limites pour les unités en EHPAD à 14 lits pour les UVP, 20 lits pour les secteurs classiques, à ne pas dépasser. Encore une fois, on peut faire moins, avec nécessité d'adapter au niveau des architectures, de reconnaître un statut d'IDEC, hein, d'avoir véritablement pas calqué sur simplement les cadres, d'augmenter le taux d'encadrement. Alors donc ils sont partis d'un calcul en comptant infirmières, aides-soignants, agents hospitaliers actuellement qui est à 0,48 hein, dans le dernier bilan qu'ils ont fait donc à l'occasion de ce rapport, et qui propose de porter à 0,58. Le fait d'avoir des astreintes infirmières, le fait de ne plus pouvoir être finalement dépourvu de surveillance infirmière dans des établissements qui hébergent des patients potentiellement instables et en tout cas très pathologiques, donc avec nécessité d'astreinte, de nuit notamment. L'adaptation du métier de médecin co avec la création d'un statut un peu intermédiaire de médecin salarié qui associerait des missions de soins et des missions de management en coordination, avec un ratio là aussi qui est plus élevé que ce qu'on a actuellement, un 0,8 équivalent temps plein pour une tranche d'EHPAD de 80 lits, et qui pourrait s'appuyer sur les formations qui vont déboucher du diplôme interuniversitaire de médecine de la personne âgée qui se met en place cette année, donc on n'est pas encore prêt d'avoir des effectifs avant quelques années. Là aussi avec des astreintes de nuit pour les médecins qui y participent. La création longtemps attendue des infirmières en pratique avancée gériatrique qui, dans ce rapport-là, ont surtout un intérêt avant le domicile ou les centres hospitaliers d'être mutualisés sur plusieurs EHPAD pour assurer coordination, une assistance aux médecins salariés et aux équipes, renforcer les moyens des équipes mobiles, à la fois gériatriques, soins palliatifs, en ayant un déploiement beaucoup plus extra-hospitalier, avoir des plateformes astreintes gériatriques mais qui soient pérennes pour le conseil et l'expertise, refondre tous les outils d'évaluation type Agir et Pathos. Là, il y a un gros travail. Promouvoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les actions de conciliation médicamenteuse, de prévention et tout un outil de validation des interventions non médicamenteuses, là aussi pour pouvoir les implanter de façon beaucoup plus systématique. Après, il y a aussi des financements, donc
modifier le type de tarif en soins global avec fusion des tarifs de soins et des tarifs de dépendance, et explorer le concept d'EHPAD plateforme. C'est ce concept quand on a fait tout le reste, parce qu'encore une fois, déjà il faut avoir fait tout ça, et qu'on a des EHPAD qui ont les effectifs suffisants. L'idée c'est de transférer certaines compétences d'évaluation concernant un bassin de population à proximité immédiate de l'EHPAD, et qui pourrait être donc une ressource. Et là, encore une fois, vu ce qu'on a constaté, on est encore assez loin d'avoir des ressources suffisantes pour s'occuper des gens qui sont dans l'EHPAD. Donc avant de parler de s'occuper du bassin de vie, il va falloir encore pas mal de chemin. Voilà ce que je voulais vous dire, et après je laisse mes collègues compléter en fonction de leur ressenti personnel. Merci. Merci Clément pour cette présentation très, très édifiante sur la situation actuelle. Moi, ce que ça m'inspire, j'ai vu M. Grégoire, Mme Salan vous faire un exposé sur l'EHPAD, qui est vraiment un lieu de vie, recentrer les EHPAD sur la vie quotidienne. Et là, on voit que le futur serait plutôt recentrer les EHPAD sur du soin, en donnant des moyens aux EHPAD, qui étaient avant l'apanage du sanitaire. Alors, est-ce que vraiment on prend la bonne direction ? Est-ce que le sanitaire n'est pas en train de se décharger du soin sur les EHPAD ? C'est un petit peu l'impression qu'on a, alors que moi j'ai l'impression quand même que ce qu'on sait bien faire en EHPAD, c'est plutôt de l'hébergement et de la vie quotidienne plutôt que du sanitaire. Je pense que c'est le secteur sanitaire, à mon avis, qui devrait se renforcer et s'adapter à la situation plus que le secteur médico-social. Juste avant de débattre un peu plus, rajouter 2-3 précisions sur ce qu'a dit Clément. Au niveau, alors nous, sur le court séjour gériatrique, dans les hospitalisations qu'on a eues, qui n'étaient quasiment que des patients, soit qui provenaient d'EHPAD, soit qui provenaient du domicile, mais dans des états déjà très évolués, le taux de décès dans notre service, il a été de 40%. Donc ça a été quelque chose de dramatique au niveau de l'équipe, parce que ça a été surtout un court séjour qui a centralisé tous ces cas de Covid, même si on en a eu sur les 3 courts séjours. Un a plus pris que les autres, mais bon, c'était fait pour. Mais voilà, quasiment 1 sur 2, enfin 40% des hospitalisations pour Covid sont décédées. Vous dire un petit peu. Le sentiment d'échappement qu'on a eu, parce qu'ils rentraient, ils étaient comme ils étaient, bien, pas bien, peu importe, mais vraiment du jour au lendemain, enfin d'une heure à l'autre, on les a vus partir, mourir, décéder, dans des conditions pas simples. Encore une fois, on est à l'hôpital, on a eu malgré tout des moyens de pouvoir mettre de l'oxygène, de pouvoir mettre quelques corticoïdes, mais on les a vus partir très très vite. Donc en EHPAD, sans ces moyens-là, sans cet oxygène, sans cette supervision éventuelle d'une infirmière, d'un médecin, ça a été des décès aussi dans des conditions absolument dramatiques. Donc voilà, cette espèce d'échappement qu'on a eu et qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre et qui a été vraiment dramatique. Revenir aussi sur la crise des vocations. Les gériatres, on n'a jamais été très à la fête dans le choix des postes. Et cette année, encore moins. Alors bon, clairement, encore une fois, et je resalue à nouveau nos 2 jeunes collègues là dans le fond de la salle, puisque sur Clermont, on a pu faire le plein. Ce n'est pas le cas sur la France. Et les vocations, elles ne sont pas que gériatriques. Donc, en plus de la gériatrie, il y a 3 autres disciplines qui ont été assez malmenées dans le choix des internes cette année. C'est la médecine intensive et réanimation, c'est la médecine interne et c'est la maladie infectieuse. Et ces 3 spécialités-là, en plus de la nôtre, sont des spécialités qui, on va dire, pour faire simple, il y a à peu près 9000 internes qui choisissent par an en France un poste. Ces 3 spécialités-là sont choisies entre la 2000 au maximum jusqu'à la 2000e ou la 4000e place selon les spécialités. Cette année, on est descendu, notamment pour la réa, jusqu'à la 6000e place. Donc les médecins qui ont choisi ces spécialités-là, ils ont réfléchi à 2 fois avant de dire « Ok, banco, je signe », parce que ça a secoué vraiment, vraiment tout le monde.
Et ma dernière petite réflexion, c'est par rapport au rapport Jandel-Guérin, alors qui est très bien et qui a le mérite d'exister, et ils répondent à une commande, comme l'a dit Clément, du ministère qui leur a demandé. Donc c'est bien, ça permet de poser les choses. Je rappellerai quand même pour les plus anciens d'entre nous dans la salle, le livre blanc de la gériatrie dans les années 2000, qui a permis de sortir déjà des quotas de professionnels qu'on n'a jamais obtenus. Je rappellerai les circulaires de la DGOS de 2007, qui là étaient très clairs. On avait des fiches pour tout. Court séjour, équipe mobile, SSR, EHPAD, USLD, hôpital de jour, tout, avec des ratios de professionnels, un nombre de lits à ne pas dépasser, un nombre de professionnels à avoir le jour, la nuit, etc. Ça n'a jamais été appliqué. Et les réponses qu'on a eues, nous, de nos directions pour cette fritée de 3 fois avec eux, c'est que de toute façon, c'est une circulaire, ça n'est pas opposable. Et ça ne l'a jamais été. Donc, alors, le rapport Jandel-Guérin, encore une fois, j'espère que nous tous, on va arriver à en faire quelque chose d'autre. Mais le rapport, ça reste un rapport, ça reste une circulaire, ça reste une... Et on n'est pas du tout sur de la mise en application. Et ça, il va falloir que nous, les gériatres, on arrive à se bouger les fesses pour arriver à faire appliquer ce genre de choses parce qu'on en a besoin. Et ça s'approche de la réalité. Et encore, je pense qu'on serait peut-être en dessous, mais voilà, on ne va pas non plus viser la Lune tout de suite. Mais c'est compliqué. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? J'ai eu la chance dans les 2 établissements où je travaillais de subir ce fléau, on va dire, très largement dans un établissement puisque à part 4 résidents dans l'un, tous ont été malades et dans l'autre, sur 80, une cinquantaine, bon. Donc par rapport aux soignants, c'était un petit peu négatif. J'ai trouvé un petit peu négatif ce qui était dit. Parmi les soignants, il y avait aussi, j'allais dire très vite, se sont dégagés quelques héros qui étaient vraiment là, qui ont enchaîné les week-ends parce que faut pas oublier non plus que les soignants étaient malades. C'est-à-dire quand on avait l'épidémie au plus fort dans la résidence, forcément les soignants, nous on a tous nos infirmiers, infirmières qui sont tombés malades, beaucoup d'aides-soignants, et d'autres. Donc beaucoup d'arrêts, et puis c'est des fois 2-3 personnes qui étaient là et qui enchaînaient les week-ends, et voilà. Et donc pour cela, il n'était pas question de même malade, fallait venir, quoi. Donc il y a eu aussi des personnes qui ont bien assuré, je dirais. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est vous dire merci, quoi, parce que moi, toutes les personnes que j'ai souhaité hospitaliser, vous les avez accueillies rapidement. Que ce soit le pôle santé République, le CHU, vraiment, quand on vous demandait une hospitalisation, le matin, l'après-midi, ils étaient à l'hôpital, quoi. Alors évidemment, on en a gardé à l'EHPAD le plus qu'on a pu, sauf qu'en EHPAD, on ne peut pas aller au-delà de 5 litres d'oxygène, donc il y avait vraiment besoin de ces transferts, même s'il n'y avait pas forcément besoin de réanimation, d'intubation ou autre, vous apportiez quand même quelque chose. Ça nous a permis aussi d'alléger un petit peu les charges en soins, parce que quand on a toute une résidence malade avec des soignants arrêtés, de pouvoir hospitaliser quelques résidents, ça permet de faire face. Et puis, je ne sais pas s'il y a des personnes de l'HAD, mais merci aussi aux HAD parce que vraiment, ils nous ont donné un sacré coup de main. Voilà. Et l'équipe mobile aussi, Claire, je sais qu'on a échangé quelques fois. Et c'est vrai que c'est très soutenant tout ça, parce que dans les EHPAD, mine de rien, on est le médecin co, l'IDEC, on est un peu seul, un peu isolé. Donc de vous avoir, vraiment, c'est... Je ne sais pas comment vous le vivez de votre côté, mais c'est très précieux, quoi, l'aide que vous nous apportez. Voilà, je termine. Eh ben merci. On le prend et on le garde. Oui, je suis complètement d'accord sur le fait que parler de déserts médicaux dans les EHPAD, même quand il y a un médecin, on a pu à des moments se sentir extrêmement seul
Et heureusement que effectivement vous avez été tous là parce qu'on se retrouve d'un lieu de vie, je suis d'accord, à ce qui se disait au début, un lieu de soins et on est tout d'un coup court séjour gériatrique avec un médecin qui a 2 jours de présence dans la semaine. Donc c'était intellectuellement très compliqué à suivre et à surveiller. Et voilà, enfin, c'est sans tout le réseau gériatrique qu'on pouvait avoir autour de nous, je pense que ça aurait été encore plus compliqué que ça ne l'a été. Et même quand il y a une coordination médicale, je ne sais pas comment ont pu faire les autres, mais voilà. Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, donc effectivement, moi je travaille sur 2 établissements qui ont été fortement touchés en novembre et décembre 2020. On n'a pas de médecin co sur les EHPAD. Donc ça a été très difficile, mais voilà, je souhaitais remercier le CHU, le CH de Thiers qui nous ont énormément aidés avec du déploiement de personnel, l'intervention des équipes mobiles de gériatrie, équipes mobiles d'hygiène aussi. C'était des moments très difficiles et heureusement que ces personnes ont été là pour nous aider, hein, ne serait que psychologiquement, avoir voilà, des médecins au téléphone pour nous rassurer aussi sur les situations que l'on a pu vivre. Voilà, ça a été des moments forts, mais voilà, moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est la solidarité qui s'est rapidement mis en place sur le territoire. Et ça fera peut-être l'objet des discussions suite aux échanges que l'on va avoir après. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que le secteur médico-social et sanitaire doivent continuer à travailler ensemble. Oui, alors moi je suis médecin co dans 2 établissements, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de soutien médical, puisque c'est dans le Cantal et dans la Lozère. Et j'ai eu aussi des grands moments de solitude, parce que j'ai été beaucoup sollicité, et je répondais un peu avec du bon sens et du feeling, parce que plus j'essayais de comprendre les consignes de nos autorités de tutelle, et plus j'étais perdu. Une EHPAD a bunkerisé son EHPAD. Le directeur a eu les félicitations de la presse locale parce qu'il a eu aucun cas de Covid. L'autre établissement a été dans la moyenne nationale. Je me suis un peu intéressé à ce qui s'est passé dans l'EHPAD qui a été, je vais dire, bunkerisé, même si c'est pas péjoratif hein, dans ma bouche. Augmentation des neuroleptiques, anxiolytiques, 38%. Augmentation de la dénutrition, 50%. Augmentation des hospitalisations, 17%. J'ai pris une grande leçon d'humilité parce que je ne sais pas toujours qui avait raison. Oui, vas-y, Claire. Je voulais poser une question de tout autre ordre. Cette crise a-t-elle aujourd'hui un impact sur le taux de remplissage des lits en EHPAD? Oui, enfin, l'impact, il est double. D'une part, sur le nombre de places vacantes, alors, la plupart des établissements, enfin même tous les établissements, du moment où ils ont été touchés, ont fermé les entrées, à juste titre, hein, pour éviter de contaminer les nouveaux arrivants. Donc il y a eu un retard de prise en charge par rapport à ça. Il y a eu une limitation aussi de certaines indications ou orientations sur les EHPAD, avec des établissements sur le Puy-de-Dôme, enfin sur notre territoire, qui sont plus ou moins importants selon le type d'établissement aussi, ça c'est sûr. La deuxième, donc la double cause, c'est aussi un frein majeur de certaines familles, parce que le fait de ne pas pouvoir voir ses proches, la bunkérisation comme vous avez expliqué, et puis le défaut de contact, toutes ces choses-là, il y a aussi eu des retards d'entrée en EHPAD par la volonté du futur résident ou de la famille du futur résident, pour ne pas couper ce lien, pour ne pas avoir toutes ces difficultés-là. Donc oui, c'est double. D'abord, beaucoup de décès. Donc beaucoup de places disponibles, avec là aussi, alors là je vais parler avec ma casquette
EHPAD hospitalière CHU. Du coup, les entrées qu'on a faites étaient des entrées particulièrement instables, qui étaient vraisemblablement à la limite entre du SSR, du court séjour, de l'EHPAD, on ne savait pas trop dans quel sens ça allait virer, et avec un fameux un tiers de résidents qui décèdent dans les 3 premiers mois, un tiers qui vit entre 3 mois et 3 ans, et un tiers qui vit au-delà de 3 ans. Là, ils étaient tous dans le premier tiers, et on en a un paquet qui sont rentrés et qui ont fait du court séjour en EHPAD, ça c'est évident. Donc ça a aussi continué à laisser cet afflux de places disponibles. Donc et tous, au niveau du territoire, les EHPAD s'en sont pas encore remis, c'est compliqué. Les taux d'occupation, encore une fois, c'est variable d'un établissement à l'autre, mais sont quand même encore avec des places disponibles à plusieurs endroits. Je voulais juste compléter sur la disponibilité des places actuellement en EHPAD. Elle est aussi aujourd'hui liée à la pénurie de personnel et à la crise des vocations, parce que suite à la crise, donc, on a beaucoup de soignants qui ont fait le choix d'arrêter. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'EHPAD qui pourraient potentiellement accueillir des résidents, mais faute de personnel, ferment des services, des lits, et ce qui explique aussi donc des taux d'occupation parfois faibles. Lorsqu'on ne connaissait pas dans le médico-social, ça se faisait déjà dans le sanitaire. Nous, c'est très nouveau, c'est depuis la crise Covid. Que vous dites, le déficit, alors, il est vraiment global, et nous, tout de suite, sur le pôle de gériatrie, on a des lits fermés en court séjour, en SSR, on est en train d'en fermer en UCC, et on en a de bloqués sur les EHPAD. Donc voilà, très clairement, dû à du déficit médical, soignant, les deux, c'est divers et varié, mais oui, on est vraiment, de toute façon, et là aussi Clément l'a rappelé, on était déjà dans une notion de Ségur, de tension extrême, et l'élastique qu'on a tiré, le Covid n'a jamais fait que péter au milieu de là où ça tendait. Donc on se retrouve, on était à flux tendu, et on a l'habitude de fonctionner à flux tendu avec des intérimaires, avec des petits bouts de chandelle à droite à gauche. Sauf que là, l'obligation vaccinale, la crise Covid, crise des vocations, tout ce qui va avec, ces petits bouts de chandelle, ils ont disparu. Donc où on arrivait à tourner bon an mal an, c'était pas très confortable, mais ça fonctionnait. Là tout de suite, ça ne fonctionne plus du tout. Alors on est dans des ratios qui sont encore à peu près raisonnables, donc on arrive malgré tout à tenir la boutique, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Et les sorties d'école cette année, AS et infirmières, les sorties d'école n'ont pas suffi à combler le déficit qui existe tous les ans avant les sorties. Mai, juin, c'est toujours très compliqué. On est à peu près, nous, tout de suite, dans la même situation qu'avant les sorties d'école, sauf que les prochaines, maintenant, il va falloir attendre 10 à 11 mois avant qu'ils arrivent. Une dernière question. Alors, moi, je voulais juste faire peut-être une réflexion. Le petit bémol, moi, je pense que, alors en dehors de la crise sanitaire qui fait qu'effectivement les EHPAD ne pouvaient pas forcément jouer le rôle d'un hôpital, je pense qu'il y a un peu plus de sanitaire dans les EHPAD d'une manière générale. Ça pourrait quand même être pas mal et éviter parfois, à mon avis, des hospitalisations qui n'ont peut-être pas lieu d'être parce qu'il y aurait une gestion peut-être un petit peu plus précoce des problèmes et qu'on n'arrive pas à parfois un petit peu en catastrophe à hospitaliser les gens. Donc voilà, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un juste milieu. Il n'y a pas tout le temps des médecins co, il y a des médecins traitants qui ne se déplacent plus en EHPAD. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué et que parfois l'hôpital est le recours ou dernier recours à une prise en charge qui pour certaines choses aurait pu rester, je pense, à l'EHPAD. Alors, la crise sanitaire, là, c'est encore un autre problème, mais voilà, dans le quotidien, je pense qu'un peu plus de sanitaire dans le médico-social pourrait se discuter quand même. Une dernière question. Oui, enfin, c'est pas une question, c'est juste une intervention. En fait, quand je vous entends parler, je me rends compte qu'au fond de moi, il y a encore des émotions très fortes liées à cette période que je pensais pas, que je pensais un petit peu passer. Pour moi, la crise sanitaire, elle n'est pas finie au niveau des conséquences sur les soignants, en fait. On a pris conscience à un moment, en tout cas en discutant entre nous dans la crise, que
quelle était la place des vieux, justement, voilà, les vieux qu'on ne devait pas hospitaliser. Enfin, c'est comme ça aussi, on a eu des infos, pas spécialement de notre institution, mais on avait ces infos qu'il ne fallait pas hospitaliser les vieux, il fallait faire des choix. Du coup, ça nous remettait en question aussi, nous, sur notre place. Qu'est-ce qu'on était, nous, soignants en EHPAD. Encore plus quand on nous annonçait des choses pour les soignants. Ah oui, mais non, pas vous, parce que vous êtes en EHPAD, et qu'il fallait aller un peu plus loin pour avoir les mêmes droits que les autres soignants sur certains avantages, petits avantages. Donc voilà, moi je pense qu'il y a des soignants blessés, en colère encore, et qui, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte de défiance vis-à-vis des pouvoirs publics, mais qui peut pas vraiment s'exprimer, qui du coup s'exprime au niveau de l'institution. Et moi je ressens en ce moment beaucoup de la part de mes collègues des choses vis-à-vis de la direction ou de notre association qui en fait sont pas du tout... c'est déplacé pour moi. C'est des choses pas exprimées qui sont les conséquences de cette crise. Voilà, j'avais juste envie de le dire. Pas de souci, on est là pour ça.